Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Yebouri, je suis professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke, département de médecine de famille et médecine d'urgence. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui avec mon collègue. Mon collègue Correctional, je suis médecin de famille à l'Université McGill en États-Unis. Donc, je suis la directrice scientifique de l'Académie Qualité Santé, qui est un projet qui a germé longtemps dans nos esprits avant d'en faire quelque chose de concret. Ah, donc, je pense que la manip me donne une chance. Et Neb est co-directeur avec moi, et Dr. Élie Boulanger et Dr. Louis-Xavier Daou de l'Académie. Alors, on vient vous présenter où le projet en est rendu et même ce qu'on arrive à faire avec ce projet. Donc, des collaborateurs clés, sur la ligne du haut, le ministère, qui est un partenaire financier important. L'unité soutien, donc vous venez de rencontrer Mireille qui travaille avec moi dans le volet 3 et différents partenaires. Donc, Mireille vous a parlé du Institute for Healthcare Improvement, International Coaching Federation et le Collège des médecins de famille qu'on interpelle de temps à autre pour bonifier le contenu qui est enseigné à l'Académie. Donc, l'Académie, ce que c'est une organisation où, en fait, de la façon dont on l'a élaboré, c'est une organisation où on peut avoir un même lieu de formation, tant pour le grand public et les partenaires. Donc, ça, c'est le volet 1 de l'Académie. Volet 2, c'est un lieu de formation en amélioration continue de la qualité pour les professionnels de la santé et les apprenants. Et finalement, le volet 3, la formation pour les facilitateurs de pratique. Donc, je laisse Neb parler du volet 3. Oui, donc je vais vous parler un peu du volet pour les professionnels de la santé et les apprenants. Pour vous donner un contexte, donc, comme Mireille a dit, depuis 2017, on parle beaucoup de la Sécu au niveau de la première ligne. Avant ça, on avait beaucoup de la Sécu qui était présente au niveau des hôpitaux, des établissements. Puis, en clinique, en première ligne, on n'avait pas cette culture-là nécessairement partout. Le contexte canadien aussi, il y avait certains milieux qui étaient plus avancés que d'autres. Donc, le Collège de médecine de famille du Canada, en 2017, a vraiment mis en place une stratégie pour déployer l'enseignement de la Sécu et aussi la formation professorale pour les enseignants dans les GMSI. Donc, ça correspondait très bien avec l'introduction des agents de qualité dans le milieu et ça a été vraiment un travail d'équipe depuis ce temps-là. Donc, le volet 2 de l'Académie, c'est vraiment d'introduire les professionnels de la santé à l'amélioration continue de qualité, les outiller qui sont partie prenante du processus et d'en assurer la pertinence clinique. Encore une fois, je répète Mireille, mais c'est vraiment le modèle pour l'amélioration qui est vraiment la base de cette méthodologie. Donc, on parle beaucoup sur le concept de Institute of Healthcare Improvement aux États-Unis. Et c'est aussi les principes qui ont été utilisés par le Collège de médecine de famille du Canada pour la formation des médecins et des résidents médicaux. Voilà, donc pour la formation volet 2, on se focus au départ pour une formation de base, donc qui serait asynchrone, donc avec les capsules en ligne que les cliniciens et les apprenants, les résidents peuvent accéder. On aura aussi une deuxième phase qui va être probablement présentielle, donc en forme d'atelier, qui permettrait aux équipes de faire une formation de groupe pour consolider aussi cette culture-là de la Sécu pour pouvoir travailler sur un projet plus concret. L'idée, c'est aussi d'utiliser la plateforme D12 pour avoir des capsules ou des formations plus focusées sur les besoins aussi. Même une équipe de cliniciens ou un clinicien particulier qui aimerait approfondir les connaissances sur un sujet particulier en Sécu, mais on a fait aussi cette possibilité-là d'aller chercher cette formation d'apprendre. Okay. Le volet 2 est encore en développement. L'Académie, c'est quand même quelque chose de relativement récent qui n'a même pas on n'a pas fait de flash de cake encore, flash de cake ensuite du 1 an. Le volet 3, lui, est bien concret. On a même accueilli notre première cohorte dans les dernières semaines et la première cohorte a fait son premier atelier en présentiel cette semaine.
Donc, le volet 3, lui, est vraiment, dans le volet 2, on apprend ce qu'est la Sécu et on se familiarise, on se rend capable de faire un cycle PDSA dont Mireille parlait. Dans le volet 3, là, on fait vraiment la totale. Alors, on forme les facilitateurs de pratique à avoir une connaissance fine du modèle de l'amélioration puis pouvoir l'appliquer sur le terrain afin de faire une équipe très forte en première ligne en ATQ avec le facilitateur de pratique et le professionnel ou les professionnels de santé qui ont été formés. Les formateurs, donc moi-même, Mireille et François Bordelot pour cette première cohorte et différents intervenants aussi triés sur le volet là, dans le milieu de la santé québécois pour venir discuter de certains thèmes qui sont des piliers là, de la Sécu, donc entre autres l'inclusion du patient partenaire, le leadership et le changement organisationnel. Donc, le parcours de formation du volet 3 se répartit sur 1 an. Et alors, on garde nos gens quand même assez occupés. On les voit presque à chaque semaine. 2 volets en présentiel intensif pour développer des compétences qui sont vraiment importantes à développer en présentiel. Donc, et ensuite, on revoit nos cohortes. Donc, l'idée de la cohorte a vraiment été pour développer des petites équipes, développer un sentiment d'appartenance et faire en sorte là, de pouvoir intervenir là, de manière individuelle avec un mentorat personnalisé pour chacun des facilitateurs de pratique qui passent par l'académie. Et ces gens-là ont à réaliser un projet concret d'ACQ tout au long de leur parcours et la formation qui est donnée les aide à évoluer à travers ce parcours-là du projet concret. Puis on a une approche andragogique, donc all teach, all learn, c'est vraiment, on a des échanges même pour discuter. On sait que les ACQ sont sur le terrain depuis 6 ans, mais on a encore ce besoin, ils auront toujours ce besoin-là qui est venu d'avoir un sentiment d'appartenance, de créer une communauté, un groupe fort en amélioration continue de la qualité. C'est quand même des pionniers sur le terrain. Alors, on veut s'assurer qu'ils soient de très bons ambassadeurs de la Sécu dans leur milieu. Et notre adresse courriel pour nous contacter si vous avez des questions. On a un peu de temps pour les questions. Oui, Isabelle. Voilà. Peux-tu donner un exemple, peut-être concret de, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez pour faire la formation? C'est comme quelque chose de plus visuel. Oui. Quelque chose de visuel. On entend le besoin du visuel ici. Ça, c'est à CQ. Donc, nous, on les accompagne. Toi, tu es visuel, moi, je ne suis pas assez sonore. Donc, dépendant des projets, ils réalisent un projet comme, par exemple, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à une rotation personnelle plus grande au sein de la clinique. Donc, tout son projet, chez le PDSA, va être autour de ça. Elle va donner un objectif avec la clinique. Nous, on accueille les projets, on ne les impose pas. Alors, oui, c'est sûr qu'il y a vraiment, le DLE est vraiment important, le dossier médical électronique est vraiment important pour aller chercher, extraire les données pour pouvoir, parce que de la sécu, ça se fait difficilement sans donner. Vraiment, ça ne se fait pas sans donner. Donc, oui, le dossier médical électronique, c'est le partenaire clé de la Sécu et ils doivent être capables de bien l'utiliser. C'est vraiment leur meilleur ami, c'est la Sécu. Donc, alors, je ne sais pas si tu avais deuxième question, vas-y. Vas-y. Donc, ma deuxième question, c'est moins, en passant, moi, je suis directeur scientifique. Dont Isabelle parle, mais le but, aujourd'hui, le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour des cliniques qui ne sont pas des GMFI, qui sont des GMF, donc il y en a peut-être 70% sur le territoire.
elles ont des gros problèmes. Je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui dans la salle des cliniciens qui sont en GNF privé, on va dire ça comme ça. Puis, est-ce qu'on est capable de leur proposer votre modèle et les faire participer justement à des programmes s'ils n'ont pas d'agent d'amélioration continue ou ils n'ont pas nécessairement de staff? Là, comment on fait? Bien, le modèle est en train de se développer. Présentement, sur le terrain, il y a 4 agents régionaux d'amélioration continue de la qualité. Ça fait 4 ARAC. Qui, sans jeu de mots, là, c'est une coïncidence par la suite. Mais les ARAC ont le même mandat que les AACQ, donc c'est-à-dire d'accompagner des équipes dans la mise en place des processus d'amélioration continue de la qualité. Pourquoi 4 au départ? Un par RUIS, et c'est vraiment pour débuter le modèle, mais à terme, l'entente, c'est d'y aller aux besoins. Donc, on sait qu'un AACQ est peut-être qui est déployé au niveau régional, est capable de s'occuper peut-être d'un petit nombre de cliniques et lorsque le besoin va se faire sentir, l'entente, c'est qu'on va développer ce modèle-là et l'agrandir à de plus en plus d'ARAC. Je peux rajouter aussi, c'est une très bonne question. Je pense qu'il va falloir regarder aussi les expériences qui se font ailleurs. Donc, dans les autres provinces, il n'y a pas d'agent de qualité. Donc, comment est-ce qu'eux, ils font pour faire de l'amélioration continue? Au Québec, on a une grande difficulté avec les GNF en communauté parce qu'ils ne reçoivent pas les mêmes, le même sous pour les activités. Donc, en GNFU, il y a des activités académiques qui sont reconnues pour les cliniciens. Donc, il y a du travail à faire. Donc, des deux côtés. Donc, pour le côté clinicien, je pense qu'il va falloir les accompagner, les aider à aller chercher un peu ces ressources-là qui sont nécessaires pour qu'ils puissent faire cette activité-là. Oui, je vais m'ajouter brièvement. Effectivement, j'aurais pu présenter dans ma présentation les 4 ARAC, dont 3 sont en poste déjà. Et qui? Par exemple, on a Eric ARAC pour le territoire du RUIS de l'Université de Sherbrooke. Et dans le fond, comme Isabelle vous expliquait, c'est peu de gens pour beaucoup de GNF, mais on va travailler avec eux de façon opportuniste, ceux qui ont un niveau de préaptitude supérieur à la CQ. On va pouvoir les accompagner à faire des projets et à la lumière du succès retentissant qu'on est convaincus que nous aurons, probablement que ce projet pilote-là de 4 ARAC pour à peu près 300 GNF va grossir et qu'on pourra offrir plus de soutien dans les GNF non universitaires. Merci. Catherine? Oui, je me demandais comment se font les choix de projets d'amélioration continue. On a une liste là, de ce qui est un projet approprié pour l'académie. Donc, on veut créer un processus. Donc, c'est sûr qu'on s'arrange pour ne pas régler la fin dans le monde avec le projet. Parce qu'on veut que le projet serve aussi à un certain changement de culture dans certains milieux qui ont un peu mal à partir du mouvement d'ACQ. Donc, comment ils se font? Parfois, ils sont inspirés des priorités qui sont nommées dans les CLAC, les comités locaux d'amélioration continue de la qualité. Mais c'est vraiment une décision conjointe entre l'ACQ et l'agent d'amélioration continue de la qualité, son comité de direction, donc le directeur clinique, le gestionnaire, le personnel qui est en place. Alors, c'est vraiment, on leur demande de choisir quelque chose qui tient à cœur, dont la clinique a intérêt à motiver, parce qu'on sait que l'amélioration continue de la qualité, si on est, c'est pas un one-man show dans une clinique. Donc, on veut quelque chose pour le projet. J'imagine que tout les patients partenaires vont être oui, qui sont dans les CLAC aussi. Ouais. Puis l'idée vraiment. Oui, pardon. Ah, la question, c'était par rapport au projet. Par les équipes, comment ils vont trouver les bons projets. Puis, je pense que pour commencer, pour avoir un bon projet, pour allumer un peu cette culture-là, pour commencer la culture de sécurité, il faut choisir des projets qui sont réalisables, qui peuvent amener des succès rapidement pour justement motiver les gens, leur démontrer que cette approche-là fonctionne. Puis oui, donc choisir les projets qui sont pertinents pour les patients, c'est très important. C'est-à-dire de faire dans les discussions, dans les décisions. C'est bien.
en fait. C'est ça,